Madame Turia, qui va partager avec nous son expérience dans ce domaine. Donc, la parole à vous, Madame Turia. Merci. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis en train de voir comment je peux activer la caméra. Donc, Ça voilà. marche. Voilà. Ça marche. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation pour ce webinaire. Pour aller justement directement au but, les ODD ont connu un grand développement depuis le temps, mais le souci qu'on trouve sur le terrain, moi étant agent de terrain, c'est que les gens ne connaissent pas encore quels sont les ODD et quels sont les indicateurs des objectifs et à quoi ils servent en fait. Alors, juste une petite présentation une petite définition plutôt, juste pour qu'on se mette d'accord sur la définition de l'entrepreneuriat social, parce qu'il y a eu beaucoup de définitions qui ont été discutées depuis les 20 dernières années. Mais nous, on définit l'entrepreneuriat social comme étant l'entrepreneuriat qui trouve les solutions aux problématiques communautaires. On ne se penche pas vraiment sur le type juridique de l'organisation ou bien sur est-ce que c'est pour le profit ou à but non lucratif. Mais pour nous, l'organisation doit être financièrement viable et elle doit être capable de se financer, de s'autofinancer. Et donc, toute initiative qui sert à créer une solution à des problématiques, communautaires et qui a le côté de viabilité financière et économique, pour nous, ça rentre dans la définition de l'entrepreneuriat social. Alors, pour faire le lien un peu avec les ODD et le lien avec la RSE, vu que déjà l'entrepreneuriat social, il va du fait que la partie sociale, elle est une composante, euh, qui représente un pilier dans la définition de l'entrepreneuriat social. C'est pas, alors juste pour éviter un petit peu, je sais que vous connaissez déjà ça, mais pour éviter un peu les confusions, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais commencer d'abord pour faire le social et je vais gagner de l'argent après. » Ou bien le contraire, je vais d'abord gagner de l'argent pour pouvoir faire du social après. Alors, l'entrepreneuriat social, c'est une très belle forme où la composante économique et la composante sociale sont égalitairement prioritaires, où la raison d'être déjà d'une entreprise sociale, c'est de se faire de l'argent et de créer de l'impact social. Dans le travail que j'ai fait depuis plus que 10 ans dans le domaine, un peu plus de 10 ans, j'ai commencé en 2006, donc depuis 14 ans. Il y avait beaucoup d'entreprises que j'avais faites qui n'ont pas marché. Il y avait beaucoup d'initiatives qui n'ont pas marché, mais l'apprentissage, il est tellement intéressant et ça nous donne un peu une idée sur ce qui se passe chez nous au Maroc, sur ce qui se passe chez nous en Afrique et sur les développements qu'on pourrait éventuellement préparer pour les décennies à venir. Alors, nous, dans notre travail, ou dans mon travail, parce que j'ai travaillé sous plusieurs casquettes, que ce soit des organisations non gouvernementales, que ce soit des associations à but non lucratif, des cabinets à but lucratif, ou en tant que volontaire avec plusieurs organismes, avec l'État même parfois. Nous vivons dans un continent qui regorge d'opportunités. Et là, ça veut dire qu'il regorge de problématiques communautaires qui, pour les entrepreneurs sociaux, ce sont des opportunités. Et donc, nous avons assez d'espace et
nous avons beaucoup de possibilités de créer des entreprises sociales, de créer des initiatives d'entrepreneuriat social qui peuvent parfaitement et construire le continent et être économiquement viables et faire rentrer de l'argent. Alors, juste pour expliquer un peu des exemples de projets sur lesquels j'ai travaillé, je ne vais pas parler de Ayoub, il va parler de son projet lui-même. Alors, il y avait dans le côté, dans le domaine de l'agriculture, où nous avions des petits agriculteurs qui ont à peine la possibilité de cultiver leurs champs, surtout avec les femmes qui n'ont pas accès à la terre ou qui n'ont pas accès aux équipements. Donc, quand on dit entrepreneuriat social, c'est comment on peut se pencher sur ces femmes-là ou bien sur ces hommes-là, sur ces fermiers et comment euh, on peut créer une opportunité d'affaires pour eux, pour qu'ils gagnent un peu plus d'argent et pour que la communauté se développe suite à l'initiative. Et donc, les projets d'agriculture qu'on avait fait, on avait fait la culture de quinoa, on a fait la culture de banane, euh, on a fait les tomates, on a fait beaucoup de choses, mais le modèle social sur lequel on se posait, c'est un modèle qui inclut tout le monde dans la prise de décision et qui inclut tout le monde dans le projet dès le début. C'est-à-dire que on ne vient pas, on donne des équipements et on dit aux gens, allez, vous commencez à travailler et c'est tout. Mais on essaie de construire une communauté autour de la terre et on essaie de les former pour savoir, alors, nous avons déjà des conditions de vie euh, dignes, de dignité qu'on doit valider. Donc, il faut un minimum, pas un minimum, mais il faut que chaque famille ait un logement. Il faut que chaque famille ait un revenu. Il faut que chaque famille ait accès aux services de santé. Il faut que chaque enfant ait accès à l'éducation. On fait la liste de toutes les conditions de vie que nous voulons aider cette communauté à avoir. Et après, nous construisons le projet autour. Comme ça, nous ne faisons pas, il n'y a pas tout le monde qui va faire tout, mais on va départager un peu les rôles de la communauté. Comme ça, il y aura une petite partie qui va travailler sur la terre, il y aura une autre partie qui va travailler sur la valorisation. D'abord, parce que la valorisation, elle fait gagner plus d'argent pour ces gens, et aussi parce que ça fait bénéficier un peu tout le monde. C'est-à-dire même, il y avait des cas où on avait des personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient pas travailler dans les champs, mais qui pouvaient parfaitement bien travailler dans la valorisation, dans un atelier, dans une station de travail, et qui pouvaient très bien assurer le travail. Et donc là, on parle aussi d'inclusion, on parle aussi de comment on peut prendre en considération tout le monde dans ce qu'on est en train de construire ou de co-construire. Un exemple de programme RSE que nous avons fait, c'était avec une entreprise, une multinationale. Et cette multinationale, elle voulait faire justement un programme dans l'entrepreneuriat social. Et on avait choisi de travailler sur la technologie for social change. Technology for social change. Donc, nous avions conçu un programme où nous avons mobilisé euh, des entrepreneurs sociaux ou même des personnes qui avaient juste des initiatives, qui n'avaient pas vraiment un projet en bonne et due forme, mais juste des idées de projets qu'ils voulaient faire. Et donc, grâce à cette entreprise qui nous a donné des experts en technologie, qui nous a donné des locaux pour travailler. Donc, ils ont financé le programme, mais en plus du programme et en plus de financement, ils étaient aussi très impliqués dans le programme. À la fin de l'année, nous étions capables d'avoir 6 entreprises sociales totalement financées par cette entreprise avec des experts qui sont des salariés de cette multinationale et qui sont devenus des mentors de ces entreprises et un peu leurs amis, si on veut dire. Donc, je ne veux pas prendre je veux pas prendre beaucoup de temps à parler toute seule. J'aimerais bien laisser ça pour un peu pour les discussions. Mais juste pour vous dire que
Euh, Maintenant, ce n'est plus juste la RSE qui a sa place sur la scène, mais maintenant, c'est l'innovation sociale. C'est l'innovation au sein des grandes multinationales et au sein des grandes structures, et même au sein des petites structures. Comment on peut améliorer ce qu'on est en train de faire, comment on peut euh, créer de la valeur ou bien créer des initiatives à très haute valeur dans tout ce qu'on fait, au lieu de dire que non, nous allons nous concentrer sur l'argent, le social après, ou bien dire que nous allons nous concentrer sur le social avant et l'argent après. Merci beaucoup et je pense que je resterai encore là pour les discussions. Certainement, merci infiniment, Julia. Donc, tout à fait. Donc, on ne peut pas penser uniquement social. L'entreprise doit tout d'abord être performante économiquement, doit être dans la mesure de générer des profits pour qu'elle puisse par la suite les investir et et les faire bénéficier à toute la communauté. Donc, il y a des questions. Donc, déjà, donc, nous avons une première question de Monsieur Houdaigui. Donc, pour vous, quelles leçons tirez-vous de vos différentes expériences en matière de RSE et entrepreneuriat social? Il y a une leçon que je peux tirer, c'est que les entreprises marocaines ne connaissent pas encore la RSE à part la certification, malheureusement. C'est, Euh, je rejoins parfaitement votre idée. Il y a un problème vraiment de compréhension oui. en matière de RSE. En fait, il y a beaucoup d'anecdotes qui m'ont arrivé quand je parle à des clients et que je leur dis que voilà, dans le cadre de la RSE, il faut faire, il faut faire. Ils me disent oui, mais on ne peut pas payer une entreprise pour faire du social. C'est Mm. ça la conception. Donc, je leur dis que non, c'est le social, comme vous l'appelez, c'est un métier. On ne fait pas de la charité, on ne fait pas de la philanthropie, on ne donne pas de l'argent et c'est tout. Mais il y a toute une conception de projet, il y a une étude d'impact, il y a tout un tralala qui se fait derrière pour l'innovation sociale. Mais ben, je pense que les sociétés marocaines ont encore du chemin à faire. Mais n'empêche qu'ils travaillent sur le social. Donc, le côté social, ils le font. Mais pas avec des cabinets, peut-être avec des associations ou en ayant des employés responsables RSE en interne. Mm. Mm. Exactement. Donc, ici, il y a une autre question de Monsieur Hudagui toujours. Il se pose la question sur le démarrage et le financement des projets. Donc, pour un démarrage avec un capital, qui finance? Euh, alors, alhamdoulilah, au Maroc, il y a tellement de financement, il y a tellement de financement que parfois on se perd quel financement on va prendre. Mais je reviens un peu à l'idée Alors, dans le travail qu'on fait, on suit un peu la méthodologie du Lean Startup. C'est la méthodologie suivie par les grandes multinationales un peu technologique, mais qui n'est plus focalisé sur la technologie maintenant. C'est un peu ouvert à tout. C'est comme Facebook, comme Airbnb, comme Uber, où on dit que euh, si on suit la manière traditionnelle de faire du business, c'est-à-dire faire une étude de marché, faire un business plan, un document de 50 pages ou de 100 pages, faire beaucoup d'études et investir beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements de départ pour d'ici une année, 2 ans, 3 ans, je vais commencer à faire de l'argent. Et peut-être que le seuil de rentabilité, ça va être dans 3 ans ou dans 5 ans, dans 7 ans. On inverse un peu tout ça. Et la Lean Startup, elle te dit que comment je peux valider mon produit ou mon service maintenant avec le minimum de financement et avec une base de clients. Et donc là, on est dans une autre démarche où il faut juste faire un produit, un prototype de produit, peu importe laquelle, il ne doit pas être parfait. On le lance sur le marché et c'est le feedback des clients qui, qui te permet d'améliorer ton produit. Et donc, les clients, ils achètent les premiers prototypes, ils ne te disent pas juste leurs avis. Et donc, c'est la base client qui te finance ton lancement
Et donc là, les sociétés ou bien les entreprises sociales avec lesquelles on travaille, ils n'ont pas besoin de financement dans la phase de lancement. Ils ont besoin de financement pour le scaling, pour agrandir le projet. Ça veut dire qu'ils ont déjà le proof of concept, ils ont déjà utilisé leur concept, ils ont déjà prouvé qu'il marche, ils ont déjà une base client. Et donc, lorsqu'ils vont dans le financement, ils ont déjà passé quelques mois ou même quelques années dans le projet, une année dans le projet, donc c'est très facile d'avoir le financement. Donc ça, c'est une manière avec laquelle on travaille. Mais généralement, euh, les projets, si on veut travailler avec le mindset entreprise sociale, priorité sociale et priorité économique, on ne se perd pas beaucoup dans les projets avec un grand investissement de départ où on est un peu bloqué dans la phase de départ et on est en train de se batailler pour faire un minimum d'argent alors qu'en fin de compte, il n'y a pas l'objectif qu'on est en train de chercher. Parfaitement. Donc, il y a d'autres questions sur l'aspect juridique surtout. Sachez qu'il y a pas, donc, il y a des cadres juridiques, des lois qui favorisent la RSE, surtout la loi de développement durable en termes de l'environnement. Donc, un arsenal, donc j'ai partagé avec vous le rapport d'ODD où il y a tout pratiquement tous les lois qui favorisent ou bien qui favorisent l'implication aux ODD. Donc, en termes, donc il y a une autre question de Monsieur de Patrice. Donc, l'innovation sociale en elle-même ne rejoint-elle pas le volet social de la RSE? Vous avez semblé faire une différence fondamentale entre les deux concepts. L'un ne participe-t-il pas au rayonnement de l'autre? Donc, entre le volet social et la RSE. Alors, je reviens à la définition. C'est pour ça justement que j'avais fait la définition au début. Euh, Quand on dit RSE, c'est une entreprise qui veut, qui veut rendre à la communauté un peu ce qu'elle a pris, si on veut le faire péjorativement, mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est une entreprise, l'objectif d'une entreprise, historiquement, c'est de se faire de l'argent. Une entreprise est là pour se faire de l'argent. Et donc, quand une entreprise fait du social, ça veut dire que elle est tellement citoyenne, elle est tellement intéressée par la communauté dans laquelle elle est implémentée, qu'elle veut donner à cette communauté et qu'elle veut être responsable socialement envers cette communauté. Quand on parle d'entrepreneuriat social, j'ai bien dit que les deux priorités sont égalitaires. On ne peut pas avoir l'argent avant le social ou le social avant l'argent. Donc, une entreprise sociale, comment dire, c'est une question d'identité de l'organisation. Est-ce que la raison d'être de l'organisation, c'est la RSE, déjà, c'est le social. Et là, it doesn't make sense parce que la raison d'être dans l'entreprise, c'est de se faire de l'argent, de donner un produit ou un service sur le marché et après, elle fait sa responsabilité sociale. Dans l'entrepreneuriat social, la raison d'être, c'est les deux raisons d'être, c'est se faire de l'argent et régler un problème communautaire. Donc, c'est pour ça qu'on fait la distinction. Bien sûr que l'un participe au rayonnement de l'autre, des va-et-vient. Donc, l'entrepreneuriat social, il aide les entreprises à faire des programmes RSE qui sont très pertinents. Et la RSE, elle sert parfaitement aux entrepreneurs sociaux pour qu'ils font leur travail et pour qu'on continue leur mission. Mais juste, je voulais faire la distinction entre les deux concepts. Merci infiniment à Touria pour tous ces éclaircissements. Donc, il y a beaucoup de questions, mais faute du temps pour mieux Mhm. le gérer, donc je préfère qu'on passe à Monsieur Ayoub. Donc, et on revient par la suite à l'ensemble des questions, si bien sûr le temps le permet. Merci infiniment, Madame Touria. Donc,